أزول في اللون مازال نتكمل اسكاسي غف تفراني كي نعطيهم الصوضاف لي زيليكسيون ليجيسلاتيف تسدون اسويسين يوليو ماشا كيون نقار ديما ماشي تيفراتيني غير شقانكني نبغى نفرس ثوني تاكين تفرانين كي باش كي نسهم لي كونسيبت دو سوفرينتي باش كي يقبل نكملان الى قفل من باللي وقال غاسو وقالوا اللي هاك تيمونانت دولا خرا قبيليا اكن ما الا غادي فهم بلي لا سوفرينتي الي تري تري امبورطونتي وكنيا غادي تسحب غير في ثلاثيس سوفرينتي اكيد تسمى بيان في كي تولي مكان ديك السلومه كي انت انايا على ليش لا سوفرينتي زعما تروح تقول لها شكيت لك ثورة ولا تدير اوكين سوفرينتي بور لا كابيلي الزخر الجزائر تاع عرف نسلم سولون لا كونستيتيسيون الناس et selon ses pratiques dernières. Elle est la pleine souveraineté. Il y en a c'est 0,10 annuels. Il y a différentes formes de souveraineté selon les modèles églènes dans le monde. Donc, une vraie نسهم وغير نقدر نفكيا كي إلين إنه سكين هذا بروفيسور حسين يحيى السلام ياك دوك السفترين السن فيسبوك أما غادي يوتيوب أما غادي تيك توك إزكان ذوين يدي هضر نقص في مسألة الفكير هي أسينير الحسين يحيى أزول لك الحسين. Azul Rachid, Azul qui me suit dans TQ5, Azul les Kabyles du monde entier qui nous écoutent, ainsi qu'aux Nord-Africains, aux Amazirs et le Nord-Africain en général. Je pense que le thème concerne beaucoup plus de monde là, à l'échelle d'Afrique du Exact. Nord. Comme l'a bien expliqué Hussein Yahya, on va parler en français parce qu'on ne va pas s'adresser uniquement au Kabyle, mais aussi à l'élite arabophone algérienne pour peut-être comprendre, saisir ces notions, ces concepts de souveraineté, mais aussi nord-africaine, parce qu'on espère plus tard avoir une confédération nord-africaine. Vous l'avez bien compris, en Kabyle, j'ai dit tout à l'heure, on va commencer par parler un peu brièvement des élections législatives à venir le 2 juillet, avant d'enchaîner sur le point principal qui est les concepts de souveraineté. El Hussein, c'est quoi ta réaction a priori, après pratiquement une semaine, voire même 10 jours, pratiquement, de campagne électorale par rapport à ces élections législatives à venir le 2 juillet? Quel est le point de vue ou la réaction de Hussein Yahya? Pour être honnête avec vous, pour moi, c'est un non-événement. En fait, je n'ai même pas suivi dans le détail là. Je sais que c'est un espèce de statu quo qu'on vit depuis 62 là, dans le sens où les candidats sont choisis, si j'ai bien compris. J'ai vu une liste de tas de candidats qui ont été rejetés, on ne sait pas sur quelle base. Ils ont décrété des lois à huis clos eux-mêmes là. Donc, pour moi, j'ai pas perdu mon temps à suivre ça parce que c'est un non-événement particulièrement. Rien ne changera dans le sens que même euh, s'il y a des candidats de bonne foi, le système est verrouillé de par sa définition. Donc, ça n'augure de rien en termes de changement pour le futur, malheureusement, de ce pays. Toi, c'est de constater, pour faire le lien avec notre deuxième point, la souveraineté, c'est que ceux qui ont, de par mes propres observations, ceux qui ont été rejetés, ce sont des acteurs politiques, notamment kabyles, qui sont souvent dans le domaine qui est judiciaire, ou bien dans ces concepts de souveraineté, comme Hamou Boumdine. Donc, on dirait que tout est fait pour ne pas aborder les questions de fond pour une Algérie de demain qui va aller dans le sens de la souveraineté. Et auparavant, j'aimerais bien profiter de votre statut de professeur, très pédagogue, parce que j'ai vu, et tout le monde l'a vu, vous avez dernièrement aimé beaucoup de vidéos qui expliquent un peu ces concepts de souveraineté. Parce que maintenant, il y a toute une confusion qui fait quoi? C'est quoi la régionalisation? C'est quoi l'autonomie? C'est quoi la fédération? C'est quoi la confédération? Etc. Jusqu'à l'indépendance, hein. Donc, ça serait bien si vous pouvez nous relater brièvement ces concepts, Hussein. Bah, ces concepts, pour moi, là, en fait, j'ai réfléchi longtemps, hein. Ça fait un demi-siècle que j'ai quitté mon pays. Donc, j'ai regardé, j'ai roulé un peu ma bosse aussi à travers la planète et j'ai vu que c'est le concept en fait, de base, là, c'est le respect des différences. Comment cohabiter dans un grand pays comme ça, là,
avec sa diversité, sa pluralité, que personne aujourd'hui ne conteste, je pense. Même nos adversaires reconnaissent souvent qu'on est dans un pays pluriel, mais c'est la pratique. Comment faire respecter ces différences-là, qu'elles soient linguistiques, qu'elles soient de croyance, qu'elles soient de race ou même d'opinion, tout simplement. Donc, c'est le modèle, en fait, actuel, depuis l'indépendance, là, c'est un modèle néocolonial que j'appelle moi. C'est un modèle d'État-nation jacobin qui a été une photocopie de l'expuissance coloniale. Un modèle d'État centralisé au maximum et puis qui est en contradiction avec le pluralisme ou la diversité plutôt là, du pays. Donc, on ne peut pas faire respecter des différences dans un système que, par définition, est jacobin. Et il exclut toute différence. Ça, c'est très important à comprendre. Je pense que la diversité, elle est évidente, même si on est tous de background d'Amazigh, globalement, que ce soit en Mhm. Algérie ou en Afrique du Nord. Il y a des spécificités par l'histoire de chaque région, justement, étant donné que c'est un vaste territoire. La distance entre Tizi Ouzou et Tamanrasset, c'est peut-être 2000 ou 3000 kilomètres. Si on compare ça là, dans des pays comme l'Europe, là, on traverse plusieurs pays. Le climat n'étant pas le même aussi, spécificité historique. Chaque région a eu son histoire, ses influences géographiques, comme je dis, climatiques, etc. Donc, cette diversité-là, il faut la préserver, c'est une richesse. Le jour où les citoyens comprendront que la diversité, c'est une richesse, je pense qu'on pourrait commencer à se parler. Mais jusqu'à maintenant, ils ont la culture, en fait, la politique et même la culture du pays, elle visait l'uniformisation. L'uniformisation, ou comment dire, c'est ça le jacobinisme. Ils veulent supprimer justement toute différence. C'est des questions de philosophie hein, et même de paradigme. Il faut que les gens évoluent. Aujourd'hui, la planète, là, on est arrivé même à préserver on parle de biodiversité, même de la nature. Et dans les sociétés humaines, c'est encore plus important de respecter ces différences-là. On est dans un village planétaire où, même ici en Europe, en Amérique, partout, on essaie de préserver cette richesse-là, cette diversité. Maintenant, comme je dis là, c'est une question même de culture qu'il faut changer. Les générations actuelles, j'ai bien peur qu'ils les ont déjà plus ou moins trop tard, ils les ont formatés à l'idée d'uniformisation. Ce qu'ils appellent d'ailleurs l'unité nationale, Rachid. C'est très Mhm. important. J'ai essayé aussi d'expliquer les différences qu'il y a là-dedans. L'unité nationale, c'est pas l'unicité nationale. Dans la politique algérienne, dans la culture qu'on leur impose là, c'est en fait l'unité dont ils parlent, c'est l'uniformisation. Or, l'unité, on n'est pas obligé d'être pareil là pour s'unir. On a été, même historiquement, on a démontré qu'on était capable de s'unir pour sortir le colonialisme français sans être uniforme, n'est-ce pas? Mhm. Donc, c'est un des points, je pense, un des verrous principaux actuellement qui coince ce pays-là, c'est vraiment cet amalgame entre l'unité nationale et l'unicité nationale. Ce n'est pas pareil. Comme je disais, là, il y a des tas de pays qui ont fait la démonstration que on peut être unis. Hein. L'union, d'abord, ça suppose, c'est pas imposé, les gens qui décident s'ils ont un projet de société commun ou un projet commun à relever, on peut être unis tout en gardant chacun sa spécificité. Donc, Mhm. par contre, l'unicité, elle, elle implique directement le non-respect des différences, si on veut être unis. Donc, c'est quelque chose, je pense, qui revient d'une façon récurrente depuis 64 ans. Et ils ont été jusqu'à ce régime-là, il a été jusqu'à imposer des lois pour faire respecter ça. Même la 87 bis, là,
elle découle directement de cet amalgame qui est fait en ce qui concerne l'unité nationale. Ils arrêtent même des gens pour ça, là, pour un amalgame qu'ils ont introduit ou qu'ils n'ont pas compris ou ils l'ont introduit d'une façon machiavélique. Oui. Que, C'est-à-dire même le fait d'aborder le statut de souveraineté, c'est atteinte à l'unité nationale. L'unité nationale, c'est quoi pour eux? C'est c'est l'arabe et c'est l'unicité, l'islam. Il ne faut c'est pas sortir. l'unicité, c'est Voilà. l'unicité, c'est Voilà. exactement ça. C'est-à-dire, c'est l'exclusion des autres. Tout à fait. Tout à fait. Tu ne peux pas C'est bien. bâtir un pays comme ça, une union, en excluant d'emblée tout ce qui est différent, tout ce qui est spécifique. C'est-à-dire, tu exclus les Touaregs, tu exclus les Mozabites, tu exclus les Chaouis, tu exclus Hmm. les Kabyles. Hussein, sur le plan religieux, le confessionnel, vous ne trouvez pas que l'élite kabyle, à certain moment dans les années 60, ils ont accepté le changement de la constitution, on a introduit dans un préambule les dimensions de la société algérienne, à savoir la triptyque amazérité, arabité et islamité. Je pense que c'est un dérapage, ça veut dire islamité. Pourquoi islamité? Il y a d'autres confessions en Algérie, il y a les chrétiens, il y a le... donc, quelque part, on a été complice de cette unicité-là. Enfin, complice, oui et non. Les gens n'étaient pas conscients, à mon avis, hein. Il y a des erreurs comme ça, historiques, parce que les gens n'étaient pas lucides. Et puis, dans les années 70, on était loin d'avoir les connaissances qu'on a aujourd'hui. Les Kabyles aussi, ou les Amazirs, ils ont aussi le droit, ou le devoir même d'évoluer, de s'émanciper. Aujourd'hui, on n'est plus dans les années 70. Le monde respecte la liberté de culte, ok? Et respecte même les athées ou les laïcs. Donc, c'est à ce moment-là, oui, si tu veux, c'est une erreur. Mais l'identité d'un pays, là, ne se définit pas uniquement. La religion, elle peut, il y a une liberté de culte normalement qui va de soi. Chaque citoyen a le choix de son culte. Il n'y a pas à l'imposer dans l'identité à tout le monde. Par contre, tu dis l'islam, la majorité, c'est la matrice de base même, c'est l'identité millénaire de ce pays-là. Tu ne peux pas la mettre sur un pied d'égalité avec une religion qui n'est là que depuis le sixième siècle déjà. OK? Hmm. Donc, c'est Non, pas, non, non, ce que je voulais dire, aussi peut-être que je n'étais pas bien clair, le fait de mettre les mazérités, l'arabité, l'islamité, on sait tout le monde que l'arabité et l'islamité dominent la mazérité en plus. C'est-à-dire en dehors du fait que faut pas contraindre la personnalité algérienne, enfin les dimensions de l'identité algérienne uniquement du point de vue confessionnel à l'islam. Il faut accepter d'autres aussi d'autres croyances. Tu as fait beaucoup de pays, moi aussi j'ai fait beaucoup de pays. L'Indonésie, par exemple, il ne parle pas de l'Indonésie qui est le plus grand pays musulman en termes de population, 87% c'est des musulmans, et même en nombre, 250 millions de musulmans. Sa constitution, elle ne dit pas que l'islam est la religion de l'État. Elle parle de les religions officielles de l'Indonésie sont l'hindouisme, le bouddhisme, l'islam, le christianisme, etc. Il faut lire, j'ai lu. Donc, c'est de ça que je parle. Donc, voilà. ouais, bah, peut-être un petit mot sur le culte, là, après on passe à Oui, autre chose. Le culte, oui. il y a aussi le culte ancestral à Mazir. Moi, écoute, je me rappelle, dans mon village en Kabylie, on avait aussi nos croyances ancestrales, la croyance à l'âme des ancêtres. Donc, on ne peut pas non plus évacuer les croyances ancestrales de ce pays et puis imposer. Paganisme, paganisme, oui. Oui, enfin, on peut l'appeler le paganisme, mais moi je l'appelle les croyances ancestrales. C'est les mêmes qu'il y a en Mali, c'est les mêmes qu'il y a en Afrique du Nord. C'est les croyances à l'âme des ancêtres. Animiste, animiste plutôt, animiste, oui. Oui, c'est la croyance à l'âme des ancêtres. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Oui. Ça fait partie de notre patrimoine. Tu te rappelles, il n'y a pas si longtemps, Rachid, des fanatiques islamiques avaient détruit le temple de Tombouctou Oui, je me rappelle, oui, à la exactement. pioche. Et c'était des Ah, fanatiques algériens qui sont envoyés par l'Algérie. wow. C'est un crime carrément contre le patrimoine mondial. D'ailleurs, ça a été reconstruit, je pense, par l'UNESCO, ce mausolée-là.
Ils ont fait la même chose dans le nord. Ils ont détruit beaucoup de mausolées, les mausolées amazirs dans le nord. Les seuls qui restent, ou les deux qui restent là, ils sont dans un état de dégradation avancée. Le Imdrasen ou le tombeau de la chrétienne, là, tu pas ça. tout à fait, ouais, Il a fallu une aide américaine pour le Madrasen, là, pour essayer qu'il ne tombe pas tout à fait en ruine, là. tout à fait. Alors que Mhm. les budgets de l'État, ils se privent pas de mettre 5 milliards de dollars dans une mosquée. OK? C'est quand même. Il y a aussi des chrétiens. Moi, j'ai beaucoup d'amis aussi chrétiens qui sont en Algérie ou ici en Europe. Et de quel droit ils ont pas, ils ont fermé leurs églises, comme tu le sais. Et Ouais, puis d'un autre côté, ils ont invité le pape, soi-disant, voilà, pour la liberté de culte. C'est plein de contradictions déjà au niveau du tout à culte aussi. fait. On revient maintenant sur notre thème, la souveraineté. Donc, ça serait bien si vous Oui. pouvez nous donner, avec quelques exemples de modèles dans le monde, hein, l'autonomie, régionalisation, fédéralisme, confédéralisme, et peut-être même la Kabylie, comme elle était avant, c'est une confédération comme la Suisse, hein. Donc, Mhm. voilà. Bah, écoute, moi je pense, pour respecter ces différences-là, comme je disais, le modèle qui conviendrait le plus, c'est le modèle confédéral. Pour Les confédérés. l'Algérie, pour l'Algérie. Pour l'Algérie et l'Afrique du Nord même. Ouais, Toute l'Afrique d'accord. du Nord. Très bien. Toute l'Afrique du Nord, il n'y a pas de contradiction. Même en ayant une monarchie marocaine, il y a des monarchies qui respectent les différences, hein. Le Ouais, royaume d'Angleterre, c'est un royaume qui respecte les, l'Irlande, l'Écosse, le Pays de Galles, etc. tout à Donc, fait. je pense que c'est jouable, même avec le Maroc monarchique, c'est jouable. D'autant plus que ça permettrait de une confédération, peut-être la définir un peu pour ceux qui ne savent pas, hein, la Tout différence à fait. C'est ça avec le la but aussi. fédération. C'est ça le but de Parce l'émission. que C'est pour expliquer ces concepts. bah, on entend souvent parler de fédération ou de fédéralistes, là, certains Algériens ou Kabyles, mais c'est un piège, la fédération. Nous vivons, Rachid, comme tu le sais, dans une fédération canadienne depuis des années, Mhm. où on connaît les États-Unis aussi. Et on sait que les limites du fédéralisme, par exemple au Canada, vis-à-vis de la souveraineté du Québec, par exemple, c'est limité. Ça a des avantages et ça a beaucoup d'inconvénients. Peut-être pour nous surtout, où les gens ne sont pas habitués à ce mode de fonctionnement-là, c'est peut-être, bon, ça sera encore plus difficile peut-être avec une fédération. Une fédération, c'est un État. C'est un État central encore, si on veut l'appeler comme ça. Il y a un gouvernement fédéral et puis, il y a des compétences, il y a des provinces ou des républiques ou des États là, qui peuvent se fédérer comme ça, faire un État fédéral. Mais le pouvoir du fédéral, c'est surtout la défense, la sécurité, la monnaie, et puis Les affaires peut-être étrangères, les affaires étrangères. les affaires étrangères, peut-être la santé comme au Canada, la santé aussi relève du fédéral. Donc, il a des compétences, mais le danger pour un pays aussi divers, ou qui a une diversité comme l'Algérie, c'est qu'on va se retrouver à transposer directement les travers du jacobinisme là au niveau fédéral. C'est-à-dire qu'il peut y avoir deux ou trois membres de cette fédération qui sont forts et qui peuvent imposer leur dictature aux autres membres. OK? Mhm. Et ça, je Mhm. le vois d'avance, hein. Si tu as demain matin une fédération algérienne, ils peuvent se coaliser deux, trois États membres et puis écraser les autres. Parce que c'est la loi de la majorité aussi. Mhm. Et comme disait Tocqueville, là, la dictature de la majorité. Donc, Oui, ils vont pouvoir l'imposer à d'autres provinces. tout C'est à pour ça fait. que j'évite, enfin, en ce qui me concerne, là, je ne conseille pas du tout d'aller vers le fédéralisme en Afrique du Nord, en Algérie et en Afrique du Nord. Par contre, la grosse différence avec le confédéralisme, ce n'est pas un État, c'est un traité qui unit des entités, ça peut être Indépendante, les entités indépendantes, indépendantes. Oui, des entités indépendantes, ça peut être des États, ça peut mhm. être des provinces, ça peut être Tout à fait. même autonomes. Ceux qui veulent rester autonomes
Même les provinces autonomes peuvent faire C'est pour partie. ça, dans un débat avec d'autres intervenants, j'ai parlé de la Confédération des territoires algériens. Vas-y, c'est juste pour Oui, oui, enchaîner c'est par ça. Dans rapport une à... Ouais. confédération, il y a, par exemple, je m'adresse aux indépendantistes kabyles, là. Ils n'ont rien à perdre parce que la souveraineté des États membres d'une confédération, là, ils gardent leur souveraineté. C'est-à-dire qu'ils ont un droit de veto sur toutes les lois Mhm. et un droit de retrait. Droit de veto et droit de retrait. Ouais. C'est-à-dire qu'ils peuvent jouer le jeu, hein, une Kabylie indépendante, là, souveraine, elle peut faire partie s'il y a des traités confédéraux, que ce soit avec l'Algérie ou l'Afrique du Nord, même. Et puis, s'il y a une loi maintenant, comme je disais tout à l'heure, fédérale, hein, à l'image des fédérales, s'il y a une loi qui veut imposer à certains États, ce n'est pas dans l'intérêt de la Kabylie, ben la Kabylie, à ce moment-là, se retire, tout simplement. Et c'est garanti par le droit international. Ouais. Le droit Tout de à fait. retrait ou le droit de veto, c'est garanti par le droit international. À la différence d'une fédération où là, c'est pas protégé par le droit international. Le gouvernement fédéral canadien, il décide ce qu'il veut là. Et le Mais Québec doit suivre, et le Québec doit suivre. Oui, le Québec doit suivre. L'ONU ne peut pas se mêler de ça. ouais. Voilà un peu la grosse différence. Maintenant, pourquoi je dis que c'est peut-être la solution idéale pour l'Algérie, pour l'Afrique du Nord, pour penser à l'Afrique du Nord déjà, peut-être pour l'expliquer un peu plus. On sait qu'aujourd'hui, l'Afrique du Nord est minée par des conflits, justement, qui viennent du fait qu'on ne respecte pas les différences. Sahara occidental, l'Azawad, en Libye, il y a Le, des conflits, le RIF. le Rif marocain, le Mzab, où le gouvernement central algérien avait massacré les Mozabites en 2014, je crois. La Donc, Kabylie, la Kabylie. la Kabylie, sans parler de la Kabylie, bien sûr. Donc, ça va jusqu'où on va continuer comme ça, dans des combats fratricides, parce que l'Afrique du Nord, on a dit, c'est tous des Amazirs, là, avec des spécificités. Et là, si on ne va pas vers cette direction-là de confédération, il va y avoir d'autres conflits qui vont encore, ça va s'aggraver. Ressurgir. Aujourd'hui, c'est le Sahara occidental, demain l'Azawad, après ça va être le Rif, après ça va être la Kabylie, après ça va être le Mzab. Donc on sera en perpétuel conflit à ce moment-là. Tout ça parce qu'on n'est pas capable de respecter nos différences. Tout à fait. Voilà. Donc j'espère que ça. Je pense c'est- que vous avez bien résumé la chose, Oui, hein. maintenant Vraiment, l'esprit bravo. confédéral. Je vais revenir aussi. C'est pas quelque chose de parachuté. En Kabylie, nous connaissons ça, l'esprit confédéral, depuis des millénaires même, Tout à des fait. centenaires. Euh, le- En fait, le modèle démocratique kabyle, là, ça tourne autour de l'organisation, comme tu le sais, là, de Arch. C'est quoi Arch? C'est une confédération de villages. Hein? Hmm. C'est une organisation horizontale, décentralisée et sans leader unique. Hein? Les décisions se prennent souvent par consensus. Donc, c'est une politique profondément enracinée ou ancrée dans l'imaginaire du Kabyle. Moi, je me rappelle, Tijmouya, hier, c'était il y a un demi-siècle, là, Les années 70. 70, oui, Oui. c'est comme ça qu'on fonctionnait. Et aujourd'hui, d'ailleurs, Rachid, tous les activistes kabyles, à mon avis, là, ils ne cherchent pas toujours l'indépendance, hein. Mais ils proposent, en fait, une autre vision, une vision alternative pour l'Algérie et l'Afrique du Nord, là, cet esprit confédéral, une confédération de plusieurs, comme on l'a dit tout à l'heure, régions autonomes ou de régions souveraines, plutôt qu'un État centralisé. Voilà ce qu'il propose. Ce projet politique, on peut dire que c'est la transposition directe de l'organisation très ancienne, là, l'organisation séculaire, des républiques villageoises indépendantes de Kabylie, là, à l'échelle nationale, tout simplement. C'est une transposition.
à l'échelle de la nation. Voilà pourquoi je dis que il fait partie de notre ADN pratiquement. Je parle des Kabyles, peut-être pas les autres régions là, mais pour ce qui concerne la Kabylie, on a toujours fonctionné avec des Harj, donc des confédérations. Et quand on a plusieurs, il y a même plusieurs confédérations qui peuvent aussi faire une supra-confédération, si on peut dire là, Taqbilt. Taqbilt, c'est un assemblage de plusieurs Harj. Moi, par exemple, je viens du Harj des Iflis Noumlil, de Taqbilt, si vous voulez, des Iflis Noumlil, et qui est composé de 14 arches, de 14 arches. Et chaque arche, il y a plusieurs villages, bien sûr, qui le composent. Donc, c'est comme ça qu'ils ont fonctionné, comme je dis là, même des temps des Turcs, hein, du 15e siècle jusqu'à la colonisation française, c'était ça, l'organisation politique en Kabylie. Hmm. Donc, si tu veux, Rachid, si nous le revendiquons, c'est pas juste. Les Kabyles aujourd'hui ne revendiquent pas uniquement la langue ou l'histoire ou l'identité, mais aussi cette vision-là, en termes, ça fait partie de notre mentalité. Mhm. Donc l'opposition au régime central, là, au gouvernement central d'Alger jacobin, elle n'est pas seulement ethnique, mais surtout philosophique. Hein, c'est ça qu'il faut comprendre. L'histoire, par exemple, tu connais, j'ai vu que tu as invité une ou deux fois l'historien anglais, là, Hugh Roberts. Ah oui, je l'ai invité, oui, oui, à deux, trois reprises, hein, donc il Alors, est, oui. les auditeurs qui veulent en savoir plus, je pense que c'est une référence. S'ils veulent savoir comment était organisée la Kabylie durant les siècles avant la colonisation française. Et puis, il a noté récemment, c'est lui qui dit qu'il ne faut pas réduire la dissidence kabyle à une simple question d'identité ou de langue. Elle est enracinée dans des aspirations démocratiques inspirées par des traditions politiques de la Kabylie elle-même. Tout à fait. Et c'est lui qui parle de la gouvernance kabyle, hein? Absolument, absolument. Mouvements citoyens, ou les H, comme on les appelait en 2001, 2002, etc., la question des traditions politiques de la Kabylie est revenue au cœur des débats sur la région. Mais à mon avis, enfin, c'est une thèse que je développe déjà depuis les années 70, dans ma thèse que j'ai soutenue à Oxford en 80. J'ai voulu insister sur l'importance, dans la période contemporaine, de ces traditions et donc sur les institutions, parce que je soutiens qu'un pays sans institutions politiques peut difficilement avoir des traditions politiques. Or, dans cet ordre d'idées, j'ai voulu, en quelque sorte, dans ce livre, aller à la recherche des origines des traditions politiques de la Kabylie. Et je soutiens, pour aller un peu vite, je soutiens que ce que j'appelle the Kabyle polity, et ça c'est, si vous voulez, la version anglaise de ce qu'on peut appeler en français la cité kabyle. Et là, je reprends les termes d'une grande ethnologue française du 19e siècle, Émile Masqueret, qui parlait de la cité. Et par cité, il ne voulait pas dire la ville, il voulait dire la communauté politique et son système de gouvernement. Et il a travaillé sur la Kabylie et sur l'Orez et sur le Mzab. C'est un livre très intéressant, son livre Formation de la cité chez les populations sédentaires de l'Algérie. Or, je soutiens que ce qu'on pouvait appeler la cité kabyle, telle que les Français le voyaient au moment de la conquête, était quelque chose qui a développé dans une histoire assez récente de la région. Et là, je vais à l'encontre de la thèse comme quoi l'organisation politique kabyle est quelque chose de très, très, très ancien. Il me semble que c'est faux
et que il s'est passé beaucoup de choses dans la région depuis l'arrivée des Ottomans, depuis le début de la régence ottomane, et que pour bien comprendre ce qui a fini par apparaître en Kabylie comme organisation politique à la fin de la période précoloniale, il faut connaître et essayer de tenir compte des évolutions depuis le début du XVIe siècle, c'est-à-dire depuis la chute de Begayes aux Espagnols et l'arrivée des frères Barberousse et tous les changements politiques qui ont eu lieu par la suite, y compris par exemple l'histoire du soi-disant royaume de Coucou, la dynastie des Al-Qadi et aussi des Abbas en Petite Kabylie. Il faut essayer de tenir compte de tout cela et comprendre comment tout cela a influé sur le développement de l'organisation politique chez la population de la Kabylie. Voilà un peu l'enjeu de mon livre. Tout d'abord, ma thèse, enfin, l'ensemble des thèses que je développe sur la cité kabyle. Donc, l'esprit, Rachid, confédéral, dans la pensée kabyle, Il est dépasse, ancré dans notre ADN, dans notre ADN. exactement, elle dépasse le simple modèle politique. OK? Le modèle le plus proche qui lui ressemble, qui a à peu près la même superficie que la Kabylie, c'est la Suisse. La Ah, Suisse, bah c'est une oui. confédération. Et les arches, c'est comme les cantons en Les Suisse, là. cantons, voilà, c'est ça. C'est Exactement ça. ça. Donc, c'est une Et- philosophie, en fait, sociale profonde, hein. Nous avons le kabyle, là, la pensée kabyle, il y a une passion de l'égalité civile et politique, et qui a survécu des siècles, durant des siècles de domination étrangère, hein, que ce soit romaine, arabe, ottomane, etc. C'est ce qui explique aussi, comme le soulignait Hugo Roberts, là, que cette région, la Kabylie, a toujours été un bastion de la dissidence démocratique et libertaire en Afrique du Nord. Voilà. Donc, c'est pas tombé du ciel, cette idée de fédération, c'est un continuum avec notre culture, notre background. On est un vieux peuple autochtone d'Afrique du Nord. Donc, c'est des méthodes qui ont fait leur preuve à travers le temps, à travers des siècles. Tout à fait. Il suffit juste de moderniser à notre époque, tout simplement. Si j'ai bien compris, Hussein, on perd notre temps si on va voir d'autres concepts de souveraineté comme l'autonomie, comme la régionalisation modulable proposée par le RCD, dans la Ah, c'est du régionalisation. bricolage. Pour moi, c'est du Hein? bricolage. C'est du Ah oui. bricolage parce que, écoute, malheureusement, hein, moi, je suis un peu dur avec ces générations-là qui se sont compromis avec l'État central, avec le jacobinisme, avec l'État-nation, avec tout ça là. C'est ce qu'on a vécu, c'est ce qui fait qu'on tourne en rond depuis 64 ans. C'est des gens qui ont encore l'esprit néocolonisé, et puis qui ont été aliénés par ce régime surtout, et puis qui ont été compromis jusqu'à l'os, peut-être à leur insu malheureusement, hein. Je ne dis pas que les gens sont de mauvaises intentions, c'est tout ce qu'ils savent. Mhm. Euh, la plupart, je dirais même, sans trop me mentir, là, peut-être 90% des Algériens, ils n'ont pas réfléchi à un autre modèle d'État que l'État-nation. Leur modèle, c'est l'État français. OK? Donc, l'État, ça se voit que c'est un legs néocolonial. Et Mhm. puis, quand je les entends débattre, maintenant, arabophone ou autre, hein, de cette question, ils donnent souvent encore, même s'ils détestent la France comme la peste, ils se réfèrent toujours à la France. Et pourquoi en France les Corses n'ont pas l'indépendance? Et pourquoi la France ceci, machin? Ils nagent dans une confusion totale. Ils n'ont jamais pris de recul, ni dans l'espace, ni dans le temps, pour voir le véritable problème. Et que l'Algérie, en fait, c'est l'arrière-cour de la France. C'est toujours été les penseurs algériens, la plupart, ils sont dans ce schéma de pensée franco-français, là. Et puis, ils n'ont jamais pensé. Il y a très peu, malheureusement, de notre diaspora qui se sont exprimés, et en plus, c'est récent, qui ont vécu sous d'autres cieux, qui sont éloignés de l'État jacobin, parce qu'il se trouve au niveau de la planète, c'est l'un des rares États, l'État français, qui est jacobin. Il faut dire qu'on n'a pas été chanceux. Si on était
colonisés même par les Anglais, probablement, on aurait été fédéraux, Ouais. confédéraux. Oui, ça fait longtemps. Le meilleur exemple, c'est le Nigeria. Le Nigeria, c'est 36 États fédérés, hein. C'est ça. 36 États fédérés, merci de le rappeler. Et le Nigeria, est-ce qu'on peut dire qu'il est divisé aujourd'hui? Non. Et Pas du l'Afrique du tout. Sud, neuf États fédérés, l'Afrique du Sud, Alors, le plus développé de l'Afrique. alors pourquoi ce qui marche ailleurs ne peut pas marcher en Afrique du Nord? Voilà, tout à fait, tout à OK? fait. Les Ouais, 24 ou 25 États les plus avancés économiquement au niveau mondial, c'est toutes des fédérations ou des confédérations. tout à fait, tout à fait. Même l'Europe, Al-Hussein, elle est en train d'y aller vers une confédération, l'Union européenne, hein, c'est une confédération, hein. Oui, tout à fait, tout à fait. Et même les États composant l'Europe, là, à part la France, ils sont plus ou moins Tout à fait, assez très différents. Tu vas tout en à fait, Espagne, tu as la Catalogne, tu as le Pays Basque, tu as un tout certain à fait, respect de souveraineté. Tu vas en Italie, c'est kiff-kiff. En Belgique, c'est pratiquement deux nations, là. L'Allemagne, c'est l'Allemagne fédérale. Est-ce que c'est par hasard? J'aimerais bien que ces Algériens là, qui ne comprennent pas, en fait, ou qui polémiquent là-dessus, là, qui nous disent pourquoi l'Allemagne fédérale, composée de 16 Länders, là, l'Index, ouais, la première puissance économique en Europe depuis très longtemps. OK? Et qui chiche, qui nous démontre que les Allemands sont divisés. OK? tout à fait, Donc, c'est un contre-exemple que c'est archi faux ce qu'ils racontent, ce qu'on leur a fait croire que c'est de n'importe quoi. tout à fait. Voilà. L'Ouahda al-Wataniyani, donc c'est du nationalisme. Que du khorté, c'est pour détourner Tout les à fait. gens, et puis Ouais. pour que les Mais dictateurs peuvent passer. Al-Hussein, bon, c'est clair et net. L'idéal, même nous, dans nos débats, on a fait cette promotion de confédération des territoires algériens, qui est la solution. Malheureusement, les autres parties algériennes qui ne sont pas kabyles, euh, on va attendre jusqu'à quand? Peut-être avant d'arriver vers ça, pourquoi ne pas embrasser un autre modèle à l'espagnol, par exemple? L'espagnol, le catalan, c'est la Kabylie de l'Espagne. Tu vois, donc, ils ont sauvé leur langue, ils ont des institutions, le Parlement, le gouvernement, ils ont même une police catalane, j'ai été là-bas, donc je vois qu'il y a une police catalane, et un système éducatif, un système judiciaire catalan. Est-ce que peut-être temporairement, le temps que les autres saisissent ces concepts, pourquoi ne pas aller vers aussi cette option d'une autonomie très 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 large en attendant, parce que comme je l'ai expliqué avec d'autres invités, de l'échelle de 0 à 10, 0 c'est rien du tout, c'est statut actuel, 10 c'est l'indépendance, la confédération peut-être je ne sais pas, c'est le 9, pourquoi ne pas pour avancer notre langue, pour sauver notre langue à l'autonomie, à l'espagnol, à la catalane. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Pour moi, Rachid, il n'y a pas de contradiction à revendiquer sa souveraineté, l'indépendance de la Kabylie ou d'autres régions qui le souhaitent, et de bâtir en parallèle, en fait, d'ouvrir, de garder la fenêtre ouverte Tout sur à la fait. confédération. OK? Ouais. Parce que voter pour faire une confédération, pour qu'elle s'impose, la confédération, il faut que ces régions-là soient, au préalable, soit indépendantes ou autonomes. Ouais. Sinon, c'est le blocage qu'on voit actuellement, le statu quo du pouvoir central, qui n'a pas intérêt à ça, donc il fait tout pour bloquer ça. Donc, il y a pas, pour moi, il n'y a pas de contradiction. Je soutiens toutes les régions qui se réclament d'une souveraineté, qui veulent reprendre leur souveraineté, et aussi, je fais la promotion comment on peut s'organiser mieux, on peut s'unir mieux via une confédération. Tout à fait. C'est-à-dire qu'il ne faut pas voir la souveraineté. Moi, j'ai eu des discussions avec des indépendantistes et je leur dis qu'il ne faut pas voir l'indépendance comme une fin en soi. Nous sommes tous interdépendants là, sur la planète, là. Donc, il faut laisser cultiver cet esprit-là confédéral avec des régions qui le souhaitent. C'est Maintenant, vrai. la difficulté qu'il y a de l'autre côté aussi, eux, ils leur font miroiter une certaine union de la Oumma, l'Islamia, etc. Donc, c'est un autre monde, ça. OK? Alors, ceux qui veulent, les Algériens, moi, je m'adresse aux Algériens à la plage, là, qui veulent vraiment sortir du statu quo, il faut qu'ils reprennent leur identité, là,
on est avant tout méditerranéen, ok? On est nord-africain, méditerranéen, et puis l'union, c'est pas sur une base religieuse, là, surtout que cette religion, j'ai l'impression que c'est celle du Haut Moyen Âge, vers laquelle il tire, et puis qu'il les fait rater même vis-à-vis de la modernité. Je viens de voir un livre là en Europe, quelqu'un qui a écrit un livre, je pense que c'est un Comorien, L'islam est contre la modernité. Donc c'est ça. Il y a des Algériens qui sont pris au piège là, avec ces choix imposés par le pouvoir central d'un certain islamisme en plus le plus vil, là, le plus salafiste, et Hmm. puis ils se battent contre la modernité, contre la, mo- à travers contre la haine qu'on voit là, qu'ils cultivent même dans les réseaux sociaux vis-à-vis des Français ou vis-à-vis d'autres là. Moi, je l'ai toujours perçu comme une haine contre la modernité et non pas contre X ou Y. Tu Parfait. vois? Donc, Oui. s'ils veulent se ressaisir et bâtir un pays moderne en Afrique du Nord, je pense qu'il faut arrêter. Regarde, les ressources qui ont été gaspillées, Rachid, depuis 50 ans dans ce conflit larvé au Sahara occidental entre le Maroc et l'Algérie, Pour si rien. tout, Tout ça pour oui, ça. si tout cet argent était utilisé pour bâtir une véritable confédération nord-africaine, on aurait dépassé les pays asiatiques là, en termes de Oh, développement, qu'il faut qu'ils comprennent. oui. Ça, les, les gaspillages là qu'ils ont fait dans cette... parce qu'ils essaient d'imposer un projet de société basé sur des mythes du passé, et puis en niant même les réalités sociolinguistiques du pays d'aujourd'hui. Alors, c'est ça euh, et du coup aussi, moi je vois surtout dans le cas de l'Algérie, le Maroc c'est différent, hein. Mais dans le cas de l'Algérie, je vois des photos là qui démontrent qu'il y a un recul de plusieurs décennies en arrière. Je me rappelle de mon lycée technique d'État de Délice, là, où j'ai fait mon baccalauréat. Il y avait, les gens de Délice qui m'écoutent le savent, le sport nautique. Il y avait une espèce dans le port de Délice, un sport nautique où les sportifs marins, là, ceux qui font des plongées et tout ça, ils viennent. Et le lycée de Délice, qui est très, très ancien, là, ils organisaient d'ailleurs les cérémonies de remise des diplômes là-bas. C'était un joyau. J'ai mis sur ceux qui veulent vérifier, là, sur ma page Facebook, une photo de ce sport nautique de Délice datée de 1936 et celle d'aujourd'hui. Tu vas voir, ils vont voir la dégradation, c'est insupportable. J'étais pas capable de croire que le sport nautique d'Hélice était devenu ça en 2026. Il y avait un train à Délice, à notre photo là, un train qui arrivait au port de Délice, qui faisait Délice-Vornay. Hein. Il y a une ligne qui faisait Délice-Vornay en 1903 et une autre ligne qui va à Alger, Délice-Alger. Ils ont été fermés à la Chine dans les années 40. Ils ne les ont jamais réouvertes à ce jour. Ce Encore. pouvoir central, voilà une des Oui. dérives des pouvoirs centraux. Aujourd'hui, pour aller de Délice à Alger, ça te prend 5 heures ou 6 heures, là, alors qu'il y avait un train dans le temps. Voilà ce qu'il faut que les gens comprennent. Et j'espère aussi que les décideurs clairvoyants, si l'on reste encore au sein de l'armée algérienne, regarderont ces émissions, notamment celle-là, pour pouvoir avancer. Sinon c'est une catastrophe à la fois pour nous, les Kabyles, et pour les Algériens. Donc, je pense que voilà, c'est très sage ce que vient d'expliquer le Hussein Yahya, la Confédération des territoires algériens. Et comme on l'a déjà dit, je pense que c'est la voie de salut. Sinon, la Kabylie, donc, elle n'a pas de temps à perdre. Je sais pas. Je vous laisse, Hussein, peut-être conclure parce qu'on aimerait bien que cette émission soit la plus courte possible pour que le message puisse passer. Est-ce que vous avez des choses à rajouter ou le mot de la fin? Je pense que si l'Algérie et l'Afrique du Nord veulent aller de l'avant, se développer, je pense vraiment c'est j'ai réfléchi longtemps, mais c'est l'option peut-être la plus sage. Tout OK? à fait. Tout à fait. Et ça pourrait aussi, à ce moment-là, stimuler même la diaspora
pour aller les aider, aller investir chacun dans sa région. OK? Et puis, Hmm. c'est comme ça que je vois les choses aller. Sinon, Rachid, enfin, c'est pas une menace, mais sinon, si on laisse faire là, on est en train de préparer la catastrophe qui s'est passée en Yougoslavie. Si on n'est pas capable de s'unir, alors il faut se séparer. Et l'ex-Yougoslavie était un seul État, n'est-ce pas? C'était un Tout à seul fait. État centralisé comme celui d'Alger, avec Tito, qui avait écrasé ces 7 régions. Et puis, Ouais. comme ils n'étaient pas capables de s'entendre, ils sont passés même par une guerre. Aujourd'hui, ils ont éclaté en 7 États Tout à indépendants. fait. Tout à fait. Et chaque État, il se porte comme un charme. Ouais. Et vous avez tous vu la Croatie. Voyez battre l'Angleterre hier, là. Des petits pays, comme quoi c'est des pays. L'année passée, j'étais en Croatie, j'en revenais pas vraiment. Ça fait des joyaux petits pays qui ont leur mot à dire. La Croatie, comme tu viens de le Et dire, qui vivent surtout en paix. Et c'est ce que voilà, demandent les Kabyles, c'est ce que demandent toutes les régions là, la tout paix. à fait. Ils en Ouais. ont marre de ces conflits-là, ils en ont marre des manigances du pouvoir central. C'est tout. Et on n'a plus le temps, on n'a plus le temps. La Croatie, justement, c'est la Kabylie de l'ex-Yougoslavie. Et j'ai vu je l'ai vu l'année passée, c'est incroyable. L'essentiel, je Voilà. pense qu'on a brassé le tableau, c'est clair et net et précis. C'est le meilleur compromis qu'on puisse trouver entre l'Algérie et la Kabylie, avec El Hosseini Yahya, avec sa méthode, bien sa pédagogie. Il a bien expliqué la chose et il a donné tous les autres modèle, les a expliqués d'une façon très, très claire et précise. Bon, voilà, merci, Telmith El-Hussein. Merci beaucoup, Rachid, et merci tout le monde là. Et s'ils ont des commentaires, avec plaisir. Voilà, si vous avez des commentaires, vous pouvez les mettre sur notre page, nos réseaux sociaux. Et surtout, suivez Hussein Yahya dans sa page, ses différentes pages dans les réseaux sociaux. Il est très actif, très suivi aussi. Donc, أكيد أستاذ قران تبلي لك البروفيسور حسين يحيى بوليتكنيك دو مونريال اون دينير هاف مازال اللي نظن فين نشتكي كي سنت نظن دينير قيمه دي تلوي. Enfin, l'ensemble des thèses que je développe sur la cité kabyle, essentiellement, il y a 3 éléments. Il y a le problème ou la question de comprendre comment comprendre le Fadarth en Kabylie, mais surtout la Fadarth chez les Egowawa, c'est-à-dire la population de Haut-Djodjora centrale. Il y a la question qui est restée longtemps une question controversée du droit kabyle. Et il y a la question évidemment de la nature et du fonctionnement du Fajmath, du village, et en particulier la nature et le rôle des Sfouf dans le système politique kabyle. Et ce sont des questions qui me semblent peuvent être parfaitement connues et comprises par les intéressés eux-mêmes, à savoir vous-même, les Kabyles, mais qui sont mal compris chez les universitaires. Et en tant qu'universitaire, j'ai voulu donc essayer de clarifier ces questions. Or, un deuxième élément des thèses que je défends dans ce livre, c'est qu'il faut, pour comprendre la Kabylie, il faut quand même tenir compte de la régence ottomane. Il me semble que dans les écrits, dans les thèses développées par les ethnologues français du XIXe siècle, on n'a pas voulu tenir compte de la régence ottomane ou de la régence turque. On a exclu ça vraiment de la considération théorique et analytique. Et on a préféré raisonner en fonction d'une soi-disant, c'était en quelque sorte une thèse raciale. On a parlé de la race arabe, la race berbère, etc. On a raisonné à partir de cela. Et à mon avis, c'est pas sérieux. Il faut dépasser toute cette façon de voir. Et évidemment, les Kabyles étant berbérophones, on partage toute une legs culturelle commune et linguistique, etc., avec les autres populations berbérophones, mais en même temps, les Kabyles ont leur propre histoire. Tout comme les Chaouia et les Mezabis ont leur propre histoire.
et qu'on a donc intérêt pour bien saisir et comprendre l'organisation politique de la Kabylie à la fin de la période coloniale. On a intérêt à connaître l'histoire de la Kabylie pendant la période ottomane. Et je soutiens que, grosso modo, cette évolution a abouti à l'existence de deux grandes traditions. Une tradition de gouvernement, et c'est pour cela que j'insiste, je parle de Berber government, alors qu'il y a des thèses académiques sur les Berbères qui nient qu'il y ait des gouvernements chez les Berbères. Il y a un certain ordre, mais pas vraiment du gouvernement. Alors, à mon avis, en Kabylie, les Kabyles se gouvernaient. Ils avaient un système de self-government, comme a bien dit d'ailleurs certains Français du 19e siècle, à savoir Hanotaux Le Tourneux. Ils ont parlé du self-government. Ils ont dû chercher un terme anglais pour s'exprimer sur ce point, le self-government kabyle. Et sur ce point, je suis tout à fait d'accord avec eux. Mais il y avait donc cette tradition de self-government qui était une forme de gouvernement qui était en même temps une forme d'état de droit. Il y avait la société kabyle se gouvernait par un ensemble de lois. C'est important. D'autant plus qu'actuellement, le problème de l'état de droit se pose en Algérie contemporaine. C'est une revendication des éléments, à mon avis, les plus éclairés de la société algérienne. On revendique l'avènement d'un état de droit. Alors, sur une échelle bien entendu limitée et locale, il me semble qu'il faut reconnaître que les Kabyles avaient une espèce d'état de droit dans leur arche et dans leur village, dans la mesure où la vie politique était régie par un ensemble de règles. Par le code, par le canon et donc par un système de droit. Et en même temps, moi je prends au sérieux la thèse que l'organisation politique de la Kabylie, à ce moment-là, avait un aspect démocratique. Donc sur certains points, je donne raison aux observations des ethnologues français du XIXe siècle, sans cautionner tout ce qu'ils avaient dit sur la Kabylie. Il y avait donc cette tradition de gouvernement et de droit. Il y avait aussi l'autre tradition dont on ne veut pas ou on n'a pas pu tenir compte, et c'est ce que j'appelle la tradition exceptionnelle, dans la mesure, on peut dire une tradition révolutionnaire, dans la mesure où la Kabylie étant une région musulmane, les Kabyles étant musulmans, faisant partie donc d'une communauté de foi beaucoup plus large, dont ils reconnaissaient leur appartenance, pouvaient se mobiliser pour défendre cette communauté. On voit ça en 1830 avec la mobilisation des populations de la Kabylie pour venir à la rescousse de la régence menacée par l'expédition française, même si les Kabyles avaient des comptes à régler avec la régence. Ça c'est interne, ça c'est une autre affaire, mais dès que la régence était menacée par une puissance non musulmane, il y avait cette mobilisation. Et pas seulement dans la basse Kabylie avec les Amoum, des Ifbesenoumudel, etc., mais aussi chez les Igouaouen, il y avait une mobilisation. On a envoyé des contingents de Moudjahidines pour défendre un État islamique contre l'infidèle. Mais avant cela, avec les déprédations des Espagnols sur la côte du Maghreb et avec les frères Barberousse qui viennent en quelque sorte en champions de l'islam, l'histoire des Ayt el-Qadi doivent être compris dans ce cadre. Les Ayt el-Qadi, à mon avis, je développe toute une hypothèse sur l'origine du royaume du Koukou, le soi-disant royaume du Koukou. Ma thèse, c'est que les Ayt el-Qadi sont devenus puissants dans la région, d'abord en tant que chef d'un djihad contre les Espagnols. C'était une mobilisation de la population de la Kabylie au nom du djihad, au nom de l'islam, contre les Espagnols,
en alliance avec les Barbarousses, une alliance qui n'a pas duré. Comme souvent les alliances politiques, c'est conjoncturel. Par la suite, il y avait évidemment des conflits entre les frères Barbarousse et la dynastie Al-Qadi. Donc, mais je soutiens donc qu'il y a ces deux traditions, et on peut voir cette deuxième tradition aussi dans la participation des Kabyles au mouvement national algérien et surtout à la guerre de libération. Et tout comme les Kabyles ont fini par ne pas vouloir supporter encore plus longtemps la tyrannie soi-disant des Al-Qadi, issue d'une mobilisation du genre djihad qui n'avait rien de démocratique là-dedans. Il me semble qu'une partie de la question kabyle depuis l'indépendance, c'est que ces deux traditions sont en quelque sorte en conflit. La tradition de la mobilisation exceptionnelle au nom de laquelle la Kabylie a participé à la guerre de libération a abouti à un État qui n'est pas en démocratie et n'est pas en État de droit, alors que les traditions de self-government kabyle vous disposent à ne pas soutenir un régime qui manque l'aspect démocratique et manque cet aspect d'état de droit. Je vois donc en quelque sorte un conflit entre en quelque sorte ces deux traditions. Là, c'est un résumé très très sommaire de mon argument.